Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Mon nom est Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Bonjour Mario, comment vas-tu mon cher ami? Je vais vacciner. Oh, et moi aussi! Ben oui, hein, de ce temps-ci, quand on rencontre des gens qui sont vaccinés, c'est quasiment, moi ça me fait penser, quand j'étais plus jeune, j'étais assez rock'n'roll quand j'étais jeune. Donc moi, tu sais, des groupes rock, j'étais beaucoup dans le rock progressif et tout. Puis donc quand que les groupes, nos groupes mythiques venaient à Montréal, ben là on partait de notre petite ville, puis on montait pour aller voir le show. Mais on partait à 9h le matin parce qu'on passait la journée. Pour ceux qui ça peut se souvenir, on passait une grande partie de l'après-midi assis devant l'ancien forum. Il y avait un parc. On pouvait même prendre des fois des produits illicites pour se préparer à... Mais là, Mario, je vois pas le lien avec le vaccin, là. Ben, le lien que je fais, c'est que je trouve que, à l'époque, quand on pouvait, tu sais, mettons, quand on venait à l'école, on disait, t'es-tu allé voir Genesis, ou t'es-tu allé voir le show d'Yes, puis, tu sais, on s'en parlait un peu comme si on était des initiés, nous, on était cool. Mais là, quand tu dis à quelqu'un, ouais, moi, je suis vacciné, c'est un peu comme si nous, on est cool. Nous, on a vu l'avant-première. Là, on sait qu'on va la vaccination au grand public il y a quelques jours maintenant au Québec, mais c'est comme si nous, on avait participé à l'avant-première puis que on a pu profiter de la grande messe avant tout le monde. C'est ça que je voulais dire. Peut-être tu ne diras pas, mais hein, c'est à cause peut-être de notre âge vénérable. Oui, c'est sûr que ça ça l'aide. Hein? On n'était plus enclin à à se retrouver aux urgences. Donc, c'est ce qui explique qu'on a passé en avant de tout le monde. Une autre façon de dire ça, c'est que vous êtes des privilégiés. Ah ouais, façon de le dire. Comme ça. Est-ce que Guy, toi, tu as quelque chose que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Écoute, je suis en montage présentement sur une version vidéo, self-paced, de ma formation Kubernetes Docker sur Azure. Donc, je passe mes journées à faire du montage et ça devrait être disponible très bientôt à un prix ridiculement bas. C'est ça, si je comprends bien, tu vas offrir ton cours, mais en ligne. Mais on va inviter nos auditeurs à aller voir ça. Si vous voulez une petite formation qui coûtera vraiment qui sera pas très dispendieuse, cher, comme on dit pour nos amis européens, parce que le mot dispendieux, je sais que ça leur fait, les oreilles leur cillent quand ils entendent ça, parce qu'ils disent, c'est quoi ce mot-là? C'est un vieux mot français. Mais moi, j'aime ça. Je trouve que c'est un beau mot, dispendieux. Aujourd'hui, notre invité, c'est Tidjani Belmansour, qui habite la belle ville de Québec, donc dans la province de Québec, mais la ville de Québec aussi. Bonjour Tidjani. Bonjour messieurs, merci de me recevoir aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir. J'ai écouté votre show depuis plusieurs années, puis jamais je n'aurais imaginé en faire partie. Donc là, disons que j'ai un de mes to-do dans ma vie à cocher dans ma liste de to-do. C'est bon. Check. C'est gentil, merci. Tu sais que nous, on a plus l'impression que c'est un honneur quand les gens acceptent de venir faire notre podcast parce que, tu sais, bon, on n'a quand même pas des centaines de milliers d'auditeurs, là. C'est un tout petit auditoire, mais très pointu. Je pense que les gens qui écoutent notre podcast l'écoutent pour les bonnes raisons, parce que pour eux, ça rapporte quelque chose. Et je suis heureux de savoir, Tidjani, que ça te fait plaisir de participer au podcast. Très plaisir. Merci pour l'invitation. On va discuter avec toi aujourd'hui de Azure Communication Services. Tout à fait. Et je commence par donner le titre du sujet parce que, bon, c'est toujours la même formule. Hein. On veut faire en sorte que nos auditeurs te connaissent un peu plus. Donc, on veut qu'ils sachent c'est qui ça, Tidjani. Donc, tu vis dans la belle ville de Québec. Depuis plusieurs années, tu t'occupes de la communauté des développeurs. Comment s'appelle votre communauté? C'est une communauté en ligne?
En fait, notre communauté s'appelle tout simplement la communauté Azure Québec. Oui. C'est une communauté qui existe depuis déjà plusieurs années, depuis 2016, et c'était une communauté qui a comme vocation de partager notre connaissance, notre intérêt, on va dire notre amour de la plateforme Azure. Et on était exclusivement en mode présentiel, donc on avait nos présentations une fois par mois ou deux fois par mois, dépendamment de la disponibilité et de l'intérêt des présentateurs. Mais c'était vraiment une communauté qui était exclusivement en présentiel. Avec l'arrivée de la pandémie, malheureusement, on peut plus se voir en personne. Ça nous manque beaucoup de revoir les gens en vrai. On a dû transposer notre activité en virtuel, donc en ligne. Et c'est comme ça qu'on est maintenant rendu une communauté en ligne. Donc, on donne nos présentations. On a commencé au début de la pandémie à faire nos présentations sur Teams, donc via des Teams Live Events. Mais maintenant, on est rendu depuis 2 mois à peu près à utiliser StreamYard. Donc, on enregistre via StreamYard, puis nos sessions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube, vous cherchez Communauté Azure Québec, vous allez trouver notre chaîne, puis toutes les sessions qui ont été enregistrées dans le cadre de notre activité en virtuel sont là, donc vous pouvez les revoir. Et quels sont les points positifs d'aller en ligne versus les points, puis quels sont les points négatifs? On peut peut-être prendre quelques secondes pour en discuter après un an et demi que vous vivez ça maintenant. Tout à fait. Effectivement, comme tu le dis, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on fait ça maintenant. Puis parmi les points positifs, c'est que ça a permis de quasiment doubler notre auditoire. On est passé d'à peu près 650 personnes à plus de 1000 et quelques là maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que en mettant nos activités en ligne, ça permet à des gens qui sont en dehors du Québec et même en dehors du Canada de pouvoir assister et participer à nos activités. Donc, on regarde, on a des gens qui sont aux États-Unis, on a des gens qui sont en Europe, donc en France, on a des gens qui sont en Afrique, on a des gens qui sont un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est assez la beauté de la chose de transposer notre activité en ligne. Autre chose, c'est que en transposant notre activité en ligne, ça nous a permis aussi de faire des contributions avec d'autres communautés, notamment la communauté MSDev MTL, donc qui est basée à Montréal. Et ça nous a permis de faire des événements conjoints, par exemple tout ce qui est les retours sur le Ignite, les .NET Conf, etc. On fait des événements conjoints, donc via nos différentes communautés. Donc ça permet d'avoir, on va dire, une audience beaucoup plus large parce que chacune des communautés médiatise l'événement via leur propre plateforme, mais au final c'est on va dire un seul flux, un seul stream qui est là et qui permet à toutes les communautés de collaborer ensemble. Ça permet aussi de donner de la visibilité aux différentes communautés, parce que c'est pas parce que des gens s'intéressent à Azure qu'ils s'intéressent exclusivement à Azure. Okay. Par exemple, on avait fait des contributions, comme je vous l'ai dit, avec MSDev MTL, mais aussi avec Docker Québec, avec .NET Québec, avec la communauté de Toronto. Et du coup, ça a permis à nos membres de savoir qu'il y a d'autres communautés qui potentiellement pourraient les intéresser, puis de s'y abonner, et vice-versa. Moi, je sais qu'une des choses que j'apprécie beaucoup qu'il y ait un canal YouTube, un channel YouTube, c'est que ce que j'aime beaucoup de YouTube, c'est que je suis quelqu'un qui consomme beaucoup mes contenus à vitesse 1.5, c'est-à-dire ou même dans certains cas, quand c'est vraiment un sujet que je maîtrise bien, je peux même écouter à 2x, c'est-à-dire 2 fois plus vite, puis donc j'ai l'impression de gagner du temps. Par contre, ce que je trouve un peu triste d'être juste en ligne, c'est la rencontre. Le plaisir de rencontrer des gens. Comme est-ce que vous avez trouvé un palliatif à ça ou ça reste la grande faiblesse? Je t'avouerai que pour le moment, ça reste la grande faiblesse.
personnellement, puis pas forcément dans le contexte de la communauté Azure de Québec, mais dans le cadre d'autres événements, on organise entre guillemets des 5 à 7 virtuels et tout ce genre d'événements pour pouvoir rapprocher les gens, pour essayer de recréer un petit peu cette dynamique-là d'être en mode plus casual, donc de discuter avec les gens en dehors du boulot et tout ça. Mais si vous voulez mon avis personnel, ça n'engage que moi, là, je trouve que ça fait pas le même effet que de rencontrer les gens pour de vrai, en personne. Ouais, effectivement. Donc, malheureusement, ça reste quand même un effet négatif. Je pense que quand ça va revenir à la normale, on va tout le monde va s'ajuster avec comme un mix, là, un mélange des deux, là, Oui. peut-être 50-50. Là. Tout à fait. Ben, comme tu le mentionnais, Mario, ben là, c'est vrai que nos auditeurs ne nous voient pas, mais levez la main si ce que je vais vous dire vous évoque quelque chose. Vous êtes inscrit à un événement, par exemple, aujourd'hui à 17h, ok? Un événement de la communauté quelconque à laquelle vous êtes abonné puis qui vous intéresse. Puis là, 15 minutes, enfin, une demi-heure, disons avant, vous vous apprêtez à partir, vous avez ramassé vos affaires, vous allez sortir, puis là, pouf, il y a un bug en production, vous êtes obligé de rester, il faut le corriger, ou alors vous avez une demande de dernière minute de votre client ou de votre boss ou autre qui fait en sorte que, malheureusement, vous ne pouvez pas assister à cet événement-là. Donc, le fait que l'événement soit enregistré puis soit disponible par après sur YouTube, ça permet quand même de dire c'est vrai, je peux pas y assister, c'est dommage parce que j'aurais aimé avoir l'interaction avec les autres membres de la communauté ou même avec le présentateur pour lui poser des questions, pour interagir, pour approfondir. Je n'ai pas cette possibilité-là. N'empêche que j'ai quand même la possibilité de revoir la présentation par après et grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, les différents présentateurs sont quand même joignables, que ce soit sur Twitter, Facebook, LinkedIn, peu importe. Là. Donc c'est ça, je peux quand même communiquer avec ce présentateur par après, même si je peux pas le faire en live. Là. C'est ça qui est fabuleux. Tijani, toi, t'as reçu la reconnaissance MVP dans le domaine justement d'expertise Azure. Ça fait combien d'années maintenant que t'es MVP? Ça fait 2 ans, en fait, depuis 2019. Honnêtement, c'était un grand plaisir et un grand honneur de recevoir cette distinction. Bon, ça fait plusieurs années que je partage mes connaissances, mes compétences, enfin, du moins, au moins, ce que je sais, c'est, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais j'aime partager ce que je sais. Okay? Je pense que tout le monde grandit, puis évolue au contact des autres. Donc, quand je donne une présentation, par exemple, ce que je trouve le fun, c'est que j'apprends au même titre que les gens apprennent de moi aussi. J'apprends d'eux. Donc, c'est ça qui est le fun. Oui, c'est ça. Puis pour le bénéfice de nos auditeurs, d'entrée de jeu, on parlait du fait qu'on avait eu le vaccin parce qu'on était des personnes assez âgées, mais toi aussi, t'es pas un genou parce que je disais dans ta biographie que tes premières lignes de code que t'as écrites dans les années 1980, donc ça, c'est il y a presque 40 ans, c'était sur un ordinateur Yamaha MSX. Exactement. Et j'en connais beaucoup surtout ces vieux ordinateurs-là, mais là, le MSX me disait rien. Puis probablement qu'il y a beaucoup de nos auditeurs en Europe qui eux autres font ben oui, un MSX, c'est un peu comme nous en Amérique, on avait les fameux Commodore VIC-20 qui ont été, je peux pas dire très répandus, mais quand même qui ont été assez populaires. Donc j'imagine que Yamaha MSX c'était un ordinateur populaire dans ces années-là. Oui, effectivement, c'est un ordinateur également populaire. C'est, je dirais, un ordinateur qui était où toute l'unité centrale était embarquée dans le clavier. Ok, donc il fallait que tu le branches sur une télé pour avoir un écran. Puis quand tu partais ça, tu avais genre un menu avec 5 items. Tu avais une sorte de Word vraiment basic, donc un éditeur de texte, un tableur. Tu avais quelques jeux, tu avais une application de dessin, un peu à la Paint. Puis tu avais Basic. Donc c'était le Quick Basic qui était le langage qui était embarqué dans cet ordinateur là. Puis c'est avec ce langage là que j'ai fait mes premières armes.
Donc pour ceux qui sont aussi vieux que nous là, ça rappelle probablement des 10 input A, 20 input B. Ouais. On mettait des numéros de ligne pour pouvoir ensuite venir intercaler d'autres instructions entre deux instructions, parce que on pouvait pas remonter dans l'éditeur puis insérer des nouvelles lignes comme on le fait aujourd'hui avec n'importe quel éditeur de texte moderne. Donc là, on venait rajouter 11, 12, 13, etc. Donc on se donnait du jeu comme ça. Ouais, c'était important de se donner du jeu, pas de numéroter 1, 2, 3, parce que là, t'avais plus de manœuvre pour insérer des nouvelles lignes. Ouais, puis les MSX ont pas été distribués en Amérique du Nord, si je me souviens bien. Je te dirais qu'aujourd'hui, là même, le plus bas de gamme des Android est beaucoup plus puissant que le MSX de l'époque. Hein. On n'est pas du tout dans la même gamme, là. Donc, on veut parler de Azure Communication Services. Oui, tout à fait. Donc, quel problème que ça cherche à résoudre? Pourquoi qu'on aurait besoin d'Azure Communication Services? C'est une excellente question, mon cher. En fait, pour expliquer à quoi sert Azure Communication Services, puis à quel besoin ça vient de répondre, aujourd'hui, c'est quoi l'outil qu'on utilise le plus dans notre day-to-day, dans notre quotidien au travail? Ben, c'était dans une collaboration. Oui, Teams, entre autres, par exemple. Voilà, exactement. Donc, on a Zoom, on a Teams. Donc, c'est des outils, en fait, de conférences virtuelles. Donc, malheureusement, ces outils-là étaient déjà utilisés par le passé, donc c'est pas des nouveaux outils, mais ces outils ont connu une expansion phénoménale dans le contexte de la COVID, qui en sorte que c'est devenu pas mal le principal outil qu'on utilise aujourd'hui dans notre quotidien. Okay? Mm-hmm. Et ces outils, ils nous servent à quoi? Ils nous servent à communiquer et à collaborer avec nos collègues. D'accord? Donc, on parle notamment de chat. Par exemple, on s'écrit des messages textes. On se fait des appels audio, vidéo. On partage notre écran. Okay? Donc, ces outils, que ce soit Zoom ou Teams ou peu importe, nous offrent ce bassin de fonctionnalités-là. Ben, imaginez que vous avez accès à ces fonctionnalités sous forme d'API que vous pouvez utiliser dans n'importe laquelle de vos applications. Parce que la prémisse derrière le fait que Microsoft décide de packager, c'est un peu comme si packageait l'offre qu'on peut retrouver avec Teams ou avec Skype dans un produit qui vise principalement la clientèle des développeurs. Tout à fait, tout à fait. Imaginez-le un peu comme un Teams as a Service, si vous voulez. Puis la prémisse derrière ça, que de plus en monde commence à reconnaître, c'est que au début, oui, on avait des outils juste de communication, mais à terme, probablement que la capacité de faire du chat ou la capacité de faire des vidéos, ça va être intégré dans n'importe quelle application verticale. Donc, c'est une application, par exemple, qui te permet de gérer des to-do. Ben, pourquoi tu serais pas capable d'avoir un chat directement attaché à chaque to-do? Puis la capacité de lancer une vidéo avec quelqu'un avec qui tu travailles, sans forcément dire, ah là, faut que je quitte mon contexte de mon application, que je m'en aille dans Skype, que je m'en aille dans Teams, que là, je prends un channel et tout. Donc, ce switch-là, c'est ça qu'on se rend compte qu'il va peut-être disparaître à terme, parce qu'on va intégrer littéralement la fonctionnalité à même l'application. Tout à fait, exactement. Puis regarde, un exemple concret, quand tu le mentionnais, moi, il y a cela plus de 10 ans maintenant, je travaillais dans une firme de consultation où on donnait, je faisais partie de la pratique .NET, on donnait des formations quasiment chaque semaine à nos conseillers pour les maintenir à jour. Puis, souvent, les formations se donnaient sur l'heure du midi. Donc, pour des conseillers qui étaient en mandat, c'est pas toujours évident de se déplacer au bureau pour suivre ces formations-là, parce que ça leur prend à peu près une demi-heure pour se rendre au bureau, 1 heure de formation, voire 1h30 de formation, puis ensuite encore une demi-heure pour retourner en mandat. Donc là, ils venaient de perdre à peu près 2 heures dans leur journée. Donc là, ce qu'on avait fait, on avait créé un portail web et on avait embarqué un outil qui s'appelait Livestream, qui était un outil qui nous permettait de faire des conférences en ligne. Donc, on pouvait inscrire des participants, on pouvait avoir un partage d'écran, un flux vidéo, puis on avait une zone de chat. Mm-hmm. Donc, on venait juste
en quelque sorte, plugger notre application par-dessus ça pour avoir un look corporatif. Et donc, du coup, on avait commencé à donner des formations à distance avec ce principe-là. Donc, les gens étaient plus obligés de se déplacer au bureau. Ils pouvaient suivre la formation sur l'heure du dîner directement chez leurs clients. Donc là, on venait consommer un service. Le truc, c'est que on avait maintenant avec le cloud, on a des frais, donc on a une facturation de notre fournisseur cloud. Mais si je consomme un service comme celui-ci, par exemple, donc j'ai un autre cycle de facturation. Et moi, pour mes finances, ma comptabilité, je suis obligé maintenant de gérer 2 cycles de facturation qui sont pas forcément alignés, d'accord? Donc, j'ai pas forcément le même début de mois, la même fin de mois, etc. Donc, imaginons maintenant qu'avec Azure Communication Services, ce qu'on a globalement, c'est une extraction, si vous voulez, des fonctionnalités de Teams packagées sous forme d'API et rendu disponible en tant que service Azure. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que je peux créer et gérer mes instances d'Azure Communication Services à même mon portail Azure, comme n'importe quel autre service. Donc, comme ça, on pourrait le faire pour une web app, un storage account, une function, peu importe le service auquel on peut penser dans le portail d'Azure. Mais en plus, c'est que la facturation maintenant de ce service-là se fait à même mon compte Azure. Donc, j'ai un seul cycle de facturation à gérer, une seule facture, donc tout est là-dedans. Mm-hmm. D'accord? Est-ce qu'on doit comprendre à ce moment-là que le produit vise plus les développeurs applicatifs qui font des applications sur mesure pour leur entreprise, ou le produit peut s'adresser aussi à des gens qui font des applications plus grand public? Est-ce que les deux marchés sont visés, ou après ma barre, c'est le marché plus du développeur en entreprise qui est visé par ACS? En fait, les deux marchés sont visés. Il n'y a pas de limitation au niveau d'ACS. L'idée derrière ACS, c'est juste que on vous offre ces fonctionnalités de communication, on les met à disposition d'un public, comme tu le mentionnais, développeur, et au même titre que n'importe quel autre service Azure de type PaaS, okay, donc Platform as a Service. Parce que là, on parle de fonctionnalités de collaboration et de communication. Donc, du coup, quand j'entends collaboration et communication, moi, ce que ça allume dans ma tête, me dit, OK, donc ça me prend quelqu'un qui est un expert en réseautique, en télécommunication, etc. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, toute la partie réseautique, télécommunication, que ce soit nationale ou internationale, hein, parce que je pourrais partir ma communication avec quelqu'un qui est en France, qui est en Algérie, qui est en Chine, au Japon, peu importe. Mm-hmm. Et ce, sans avoir zéro connaissance en réseautique, zéro connaissance en télécommunication. Donc, ça s'adresse vraiment à un public développeur. En gros, on se crée une instance de ce service-là. Ça nous donne une connection string, comme n'importe quel autre service Azure. Je plug ma connection string dans mon application à moi. Et là, je consomme des API, donc via des SDK, donc j'ai des librairies .NET avec des objets .NET que je peux consommer pour établir ces communications. Donc, pour partir un appel audio-vidéo, pour envoyer un SMS, pour faire du chat, pour partager mon écran. C'est vraiment des appels d'API finalement. Mais juste pratico-pratique. Donc, quand c'est quelque chose, tu sais, c'est un API où est-ce que, par exemple, c'est des échanges de chat, donc c'est du texte, mm-hmm. On peut comprendre facilement, OK, le développeur, lui, va appeler l'API, va récupérer la fameuse chaîne de caractères, va l'afficher, mettons, dans un champ qui va mettre à jour au fur et à mesure, un peu comme quand on construit, c'est comme si on a la capacité de construire nous-mêmes notre application de chat. Tout à fait. Mais là, qu'est-ce qui se passe quand c'est plus de la vidéo? Est-ce que l'API te redonne directement des blocs binaires, ou on nous fournit même des services un peu plus de plus haut niveau en disant, ben regarde, on peut te fournir directement la fenêtre que tu vas pouvoir instancier? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un API, ou est-ce que c'est avec la donnée brute, ou ça vient avec un API qui te donne aussi quelques fonctionnalités UI? En fait, c'est un API qui donne accès à la fonctionnalité, dans le sens, par exemple, pour la vidéo, comme tu mentionnais, ça donne accès au flux vidéo. Okay? Maintenant, c'est à toi de faire le rendu de ce flux-là dans ton application. C'est
c'est pas compliqué. Donc, il y a déjà des exemples qui sont disponibles sur GitHub. Donc, si on va sur GitHub. Oui, mais Mario, il n'y a pas de contrôle ActiveX qui vient avec le produit. C'est ce que j'ai Non, compris, là. Ok, donc si c'est ça ta question, effectivement, il n'y a pas de contrôle ActiveX. C'est déjà pris en charge. Ça je pense que c'est important de faire savoir ça, que c'est littéralement un API où est-ce que là, c'est des données qui sont échangées entre le poste client et le serveur qui est hébergé sur la cloud, entre le poste client et le service ACS. ACS, là, pour les auditeurs, c'est l'acronyme pour Azure Communication Services. Et c'est nous qui sommes responsables de nous occuper de faire le rendu visuel. Donc, ça permet peut-être de faire des choses un peu innovatrices, c'est-à-dire avoir la vidéo dans un coin de l'écran, plus, par exemple, d'autres informations contextuelles par rapport à la tâche en cours. Donc, par exemple, si tu es en train, je sais pas moi, de faire un système pour faire suivi de bris mécaniques, ben là, tu peux peut-être avoir le ticket qui est dans ton écran avec le flux vidéo pour que ça soit tout le contexte soit à un seul endroit. Tout à fait, exactement. Puis en plus, parce qu'on parle de flux vidéo justement, et ACS en fait te donne accès autant au flux vidéo distant, donc le remote, donc par exemple tes participants, tu peux voir leur flux vidéo, et tu peux le manipuler, donc tu pourrais décider de comment tu vas l'afficher dans ton application. Mm-hmm. Et te donne aussi accès au flux vidéo local, donc celui qui est streamé en fait par ta propre webcam en local. OK. Donc tu pourrais faire des agencements qui te plaisent. Donc là, à partir de là, c'est-à-dire la seule limite, c'est tes talents de designer web. OK? Personnellement, mes talents designer web sont quasi nuls, donc j'irai pas très très loin avec avec ça. Mais si j'embauche un designer web, avec les contrôles HTML5, vidéo, etc., ça prend pas plus que ça. C'est-à-dire, ça prend pas vraiment de plugin particulier ou autre pour pouvoir exploiter ces flux-là. Mais on sait aujourd'hui que la majorité des navigateurs modernes, il y a des fonctionnalités de base pour être capable de faire de la vidéo, récupérer justement le signal de la caméra, le son et tout. Donc, c'est un peu ces mêmes fonctionnalités-là que ACS va nous offrir, là. Exactement, tout à fait, exactement. Puis ça repose sur ces fonctionnalités-là, effectivement. OK, parfait. Donc, est-ce que c'est facile avec ACS de pas prendre, mettons, le signal vidéo, mais de prendre juste, mettons, le son? On sait, là, avec ces derniers mois, on dirait que l'enregistrement juste vocal devient de plus en plus à la mode dans les applications. Est-ce que c'est aussi quelque chose, une fonctionnalité qui est facile de dire, je veux pas la vidéo, juste le son? Oui, tout à fait. En fait, l'accès à la vidéo, l'accès au son, tout ça se fait via paramétrage. Tu dis ce que tu veux. Puis tu dis, est-ce que tu veux l'audio, est-ce que tu veux le flux vidéo, est-ce que tu veux les deux. Puis tu peux même activer ou désactiver le son des participants, un peu comme tu le ferais dans Teams. Tu pourrais désactiver les micros, choisir quel micro tu laisses actif. Est-ce que lorsque tu partes en appel, tu veux que les micros soient tous activés par défaut ou soient tous désactivés par défaut? Tu as vraiment un contrôle très granulaire sur ce que tu peux faire, autant avec le flux vidéo que le flux audio. Donc là, je t'entends, Jenny, ça veut-tu dire, si j'utilise ce service-là, que en quelques jours, je serais capable de programmer un mini Teams, ou en tout cas un Teams de base sans trop de difficultés, là, parce que grosso modo, toute la complexité, elle serait cachée parce que c'est finalement le service de Azure qui ferait la partie complexe. J'aurais pas dit mieux. Le seul ajustement que j'apporterais à ta phrase, c'est que je te dirais que tu serais capable de le faire non pas en quelques jours, mais en quelques heures. Quand tu regardes le code que ça te prend pour mettre en place tout ça, honnêtement, tu t'en sors pour à peu près une centaine de lignes de code. Donc, ça te prendra pas des jours à le mettre en place. OK. Ouais, pour faire quelque chose vraiment de base. Là. Effectivement, tout à fait. Ouais. Est-ce que le service va nous permettre de pouvoir récupérer du chat, de récupérer la vidéo, le son? Est-ce que ça tient en compte aussi? Tu sais, souvent, quand on est dans Teams, on va attacher des documents, ces genres de choses-là. Est-ce que c'est des ressources qu'on attache? Est-ce que ça fait partie aussi de l'offre ou ça, faut que tu le gères à côté? Je te dirais la partie
attacher des documents, je l'ai pas testé encore à date. Donc, je pourrais la tester, puis on pourrait se refaire un autre épisode là-dessus. Okay. Parce que je regarde la liste des services, Tijani, dans la page de pricing, on parle de voice et video calling over IP, de chat, voice calling, puis STN que je connais pas, il y a du SMS et il y a possibilité aussi d'avoir des lignes dures là au niveau du d'avoir un numéro de téléphone puis de faire un appel téléphonique effectivement. Oui. Ouais. Mais il y a pas il semble pas avoir de fonctionnalité qui permettrait de l'échange ou le partage de fichiers ou de choses comme ça. Mais je te dirais, on a quand même, par exemple, avec HTML5, ça nous permet de transférer des fichiers, d'attacher des fichiers. Je pense qu'on pourrait s'en sortir relativement facilement. On pourrait rajouter cette fonctionnalité-là sans trop de mal dans une application. On le fait déjà dans des applications web traditionnelles où on upload des fichiers, donc on pourrait réutiliser la même mécanique pour justement venir attacher des fichiers via une application qui exploiterait ACS. Mais tu m'amènes sur un autre terrain, Guy, effectivement, par rapport aux appels vocaux et les textos, donc les SMS. Effectivement, je voulais juste reparler de ce volet-là, parce qu'à date, on a parlé beaucoup d'appels audio et vidéo over IP, donc un peu comme on fait avec Teams aujourd'hui. Aussi, garder à l'esprit qu'on peut, dans un appel audio-vidéo over IP, on peut aussi partager notre écran. Cette option-là est disponible. Mais ACS nous permet aussi d'envoyer des textos, donc sur un vrai téléphone, avec un numéro de téléphone, et me permet également de passer ou de recevoir des appels téléphoniques. Donc, si vous avez déjà utilisé Twilio, c'est un peu aussi un Twilio que je viens embarquer dans ACS. Ok? Et donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne quand je vais provisionner mon instance ACS sur le portail d'Azure, je suis capable de, entre guillemets, donc là vous me voyez pas, mais je fais des air quotes, là. Entre guillemets, je suis capable d'acheter un numéro de téléphone. Puis je suis capable d'acheter autant un numéro de téléphone local qu'un numéro de téléphone toll-free, donc le 1-800, un numéro sans frais. Et à partir de ce numéro-là, je peux spécifier si ce numéro-là peut servir à envoyer des textos, à recevoir des textos évidemment. Est-ce qu'il permet aussi de faire des appels entrants ou des appels sortants? Par exemple, si je dis moi je veux mettre en place un service qui j'ai des clients qui sont inscrits dans ma clinique médicale, puis je veux les appeler à 24 heures d'avance pour leur rappeler leur rendez-vous. Puis je veux faire un système automatisé. Donc, je peux provisionner un numéro de téléphone comme ça qui me permet juste de faire des appels sortants, donc pas d'appels entrants. C'est-à-dire la personne ne pourrait pas m'appeler à ce numéro, mais moi je pourrais l'appeler à ce numéro. On va partir de ce numéro plutôt. Puis faire jouer un message enregistré, par exemple. Exactement, tout à fait. Est-ce que tu sais si on est capable d'utiliser les fameuses, il y a un protocole que si tu pèses sur la touche 1 ou la touche 2, il y a un signal en arrière, puis là, il sait que c'est le 1 qui a été touché. C'est-à-dire faire un système un peu totalement automatisé, c'est-à-dire tu as un message, puis peser sur le 1 pour confirmer que vous allez bienvenue au rendez-vous, ce genre de choses-là. Est-ce que tu sais que ça serait facile à faire ou... À ma connaissance, en date d'aujourd'hui, il n'y a rien dans ACS qui permet de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas capable de faire du code custom pour y arriver. Par contre, gardez à l'esprit que ACS est un service tout jeune. Hein. Il a à peu près une année d'existence. Donc, comme vous savez, le cloud et Azure notamment est une cible en mouvement. Donc, ça évolue très très vite. Donc, ce qu'on se dit aujourd'hui, les limitations dont on parle aujourd'hui, dans 3 mois, 6 mois, elles ne seront plus là. Ou aussi, il faut voir est-ce que la demande, tu sais, parce que il y a une vingtaine d'années ou une dizaine d'années, moi j'ai connu là, les fameuses API où on pouvait faire ça, les applications téléphoniques, les gens... Mais justement, il y a 10, 15, 20 ans, là, c'est-à-dire que c'est moins en demande aujourd'hui, donc peut-être que de toute façon, ce service-là sera jamais offert parce qu'il y a vraiment pas assez de demande. C'est-à-dire que si tu veux l'interactivité, ben là, prends ton téléphone mobile, puis tu vas avoir, puis surtout d'avoir un signal Internet, puis
bingo, là, il n'y a plus de problème. Là. Ouais. Mais je reviens à ta comparaison tout à l'heure avec Twilio. Je regarde un petit peu les fonctionnalités, puis effectivement, on pourrait le considérer comme un compétiteur à Twilio pour l'envoi de SMS, l'achat ou la location de lignes téléphoniques, comme on a dans Twilio. Tout à fait. Comme je vous ai dit, l'idée n'est pas que que ACS offre plus ou moins de fonctionnalités que Twilio aujourd'hui. C'est le fait que je peux utiliser Twilio. Rien ne m'empêche d'utiliser Twilio, mais c'est juste que je vais avoir un cycle de facturation et une facturation qui est différente à gérer en plus de ma facturation Azure. Un deuxième fournisseur. Là, un deuxième fournisseur, tout à fait. Mais la question, c'est bien beau peut-être juste un seul fournisseur, mais si ton service est 2 fois plus dispendieux que celui de Twilio, peut-être que tu vas dire non, je vais regarder 2 fournisseurs, puis je vais prendre. Donc je sais pas là, peut-être que c'est trop tôt dans la conversation, mais au niveau du pricing, est-ce que tu as eu la chance de faire déjà un peu de comparatif ou finalement tout ce que tu sais, c'est voici ce que Microsoft annonce aujourd'hui? C'est-à-dire ce service-là, il est plus en bêta, c'est un vrai service commercial. Là. Oui, mais il a quand même des limitations. Donc au niveau du pricing, moi ce que j'ai regardé, c'est que c'est vraiment pas loin de ce qu'offre Twilio. OK. On est dans des eaux comparables. La limitation, par contre, la principale limitation qui est pour moi personnellement un irritant aujourd'hui à utiliser les fonctionnalités vocales, disons de ACS, donc un numéro de téléphone et des SMS, c'est que pour l'instant, ACS ne me permet pas de réserver ou d'acheter un numéro de téléphone en dehors des États-Unis. C'est-à-dire si vous allez sur votre portail ACS aujourd'hui et que vous essayez d'acheter un numéro de téléphone, vous allez avoir un beau message d'erreur qui vous dit « Désolé, mais votre région ne supporte pas cette fonctionnalité aujourd'hui. » Pour acheter un numéro de téléphone à partir d'ACS, ça prend 2 conditions. La première condition, c'est qu'il faut que vous ayez un abonnement payant. Donc, si vous avez un abonnement MSDN ou un sponsorship, vous n'êtes pas éligible à ça. L'autre inconvénient, c'est que il faut que votre adresse de facturation Azure soit aux États-Unis. Ok, donc là aujourd'hui, moi au Canada, je peux pas acheter un numéro de téléphone, je peux pas utiliser ces fonctionnalités-là. Pourquoi? Puis là, j'entre dans le domaine de la spéculation. Selon moi, c'est que Microsoft doit négocier avec les différents fournisseurs de téléphonie partout dans le monde des ententes pour pouvoir acheter des numéros de téléphone. Okay? Et ça, malheureusement, ça se fait pas en un claquement de doigts. Là, ça doit être assez long et laborieux comme processus. Donc, ouais, puis je suis sur la page là du pricing de ACS, puis je regarde les régions qui sont disponibles. En fait, il y a seulement 2 régions dans le monde où ACS est disponible, East US et West US aux États-Unis, c'est tout? Oui, mais il faut faire attention. C'est que ce service est disponible dans ces régions-là, mais ça ne nous empêche pas d'utiliser les fonctionnalités de Voice over IP. Okay? Ce que ça nous limite, c'est au niveau des fonctionnalités de, on va dire, téléphonie pure, donc les appels téléphoniques et les SMS. Le fait que le service, donc si je crée une instance aujourd'hui d'ACS, je ne peux pas choisir Canada East ou Canada Central, par exemple, si on est au Canada aujourd'hui. Comme région, je suis obligé de choisir des régions aux États-Unis. Et ça, ce que ça va avoir comme impact, c'est que mon instance d'ACS, en fait, les métadonnées, si vous voulez, vont être stockées aux États-Unis pour l'instant. Puis pour cette organisation, ça les dérange pas. Puis il y en a certains autres qui vont dire « Oh, attention, là ». Parce qu'on sait que, bon, si tes données sont aux États-Unis, il y a des fameuses lois américaines qui peuvent être appliquées sur ton information. Exactement. Ouais. Microsoft dit que les données des appels sont pas stockées. Okay? Ce qui est stocké, c'est juste que tu es en train d'effectuer un appel de tel numéro vers tel numéro, mais c'est quoi le contenu de l'appel, ça, ce n'est pas stocké.
Donc, si je prends l'exemple du SMS, si on est au Canada ou ailleurs qu'aux États-Unis, en fait, on ne peut pas réellement l'utiliser parce que il faut acheter un numéro de téléphone. Mhm. Et les seuls numéros de téléphone qui sont présentement en date de l'enregistrement, là. Oui. Donc, mai 2021, les seuls numéros disponibles sont des numéros américains et il faut être un client, il faut être basé ou avec une adresse de facturation américaine pour pouvoir en acheter un ou en louer un. Exactement, tout à fait. Ça, c'est une limitation en date d'aujourd'hui. Là, la conférence Build arrive à la fin du mois. Je ne sais pas si on va voir des annonces par rapport à ça. Est-ce que Microsoft va élargir la disponibilité de ce service-là ou pas? Wait and see, on verra à la fin du mois. En fait, c'est intéressant parce que faut voir, ça va nous permettre peut-être, avec les annonces peut-être qu'il va y avoir à Build, de voir un peu c'est quoi la vision de Microsoft pour ACS. Est-ce qu'ils veulent faire vraiment focuser sur les API qui permettent de faire un genre de Teams ou avoir un Twilio killer, quelque chose dans ce style-là, parce que présentement, ce que je vois en discutant avec toi, c'est que l'offre de vidéo et de voice, d'appels vocaux et les chats est beaucoup plus intéressante que la partie SMS, là. Oui, non, tout à fait. Effectivement, oui, vas-y Mario. Oui. Ben, bon, ma compagnie, nous, on fait une application de gestion de tâches, mais on est en train d'analyser là, est-ce qu'on va utiliser ACS ou on va utiliser Zoom API, parce que Zoom offre quelque chose de comparable. Je suis sur le site d'ACS parce que bon, c'est pas moi là, qui m'occupe de ça, c'est plus mon partner qui est en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc je suis pas le plus féru là, mais les pricing me semblent à peu près équivalents, c'est-à-dire que pour ce qui est de la voix puis de faire de la vidéo par-dessus service IP, au-dessus ACS c'est 50, c'est moins d'un demi-sou par minute. Un millième de sou par minute. C'est-à-dire qu'il faut que t'aies 1000 personnes qui utilisent une minute pour que ça te coûte même un sou. Donc, ça te donne une idée comment tu peux avoir beaucoup de volume avant que tu aies beaucoup de que ça te coûte. Tu sais, ça te coûtera pas des millions de dollars à utiliser ça. Effectivement. Puis la même chose au niveau du chat. Le chat, là, c'est 5 fois moins cher à chaque fois que tu envoies un message. Donc, c'est sûr que à quelque part, ils sont vraiment comparables à Twilio, ou ils sont peut-être un petit peu plus chers que Twilio, mais la game est pas là. La game est c'est plus pour toute l'intégration de la voix, la vidéo, que Twilio a pas. Puis c'est ça que eux veulent offrir. Puis présentement, là, c'est une guerre à finir, là. Zoom a annoncé ce service-là il y a maintenant 3 mois, début janvier. Et on sait que Microsoft veut aussi au niveau d'Azure. J'ai pas fait le tour de toute la question, mais peut-être que Amazon a quelque chose d'un peu comparable au Google, parce qu'à quelque part, ça a du sens offrir ça quand t'as les infrastructures qui sont déjà en place. Donc, je penserais peut-être plus à Google qui l'offrirait qu'Amazon. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est clair pour toute l'industrie que le futur de l'utilisation de la vidéo, des chats, c'est à l'intérieur des applications. Donc, le service large comme Teams, oui, il va continuer à exister, mais plus comme une intégration, moins comme un service de chat. Tu sais, probablement dans 50 ans d'ici, quand on va rappeler au monde, en disant on a connu le temps où est-ce que tu avais juste une plateforme pour faire d'échange de SMS ou de messages, les gens vont nous regarder en disant de quoi tu parles? Parce qu'ils n'ont aucune idée que ça pouvait s'offrir juste comme un service. 50 ans, c'est loin ça, Mario. Ouais, mais ans, ça m'amène à un bon point. Tijani, moi j'ai une question pour toi. Mm-hmm. C'est intéressant cette API-là. Donc, voix, vidéo, pour chat, même pour reprendre des fonctionnalités là qu'on trouve dans Teams. Mais Teams, là, c'est une excellente plateforme de développement où on peut développer des applications d'entreprise. Pourquoi j'utiliserais Teams ou pourquoi j'utiliserais ACS? Bon point. Pour répondre à cette question-là, je te dirais, selon moi, l'un ne signera pas l'arrêt de mort de l'autre.
Ok. C'est comme si Microsoft a sorti les fonctionnalités de Teams, il les a exposées sous forme d'API pour dire, regarde, ces fonctionnalités-là, tu as le choix de les utiliser dans un produit qui est, on va dire, packagé, qui s'appelle Teams, ou tu as le droit de les utiliser sous format brut dans tes propres applications. Puis dans ce cas-ci, c'est à toi de te débrouiller pour les intégrer, pour faire le UI, pour faire un peu tout le packaging, si tu veux. Et maintenant, effectivement, si comme tu me tu dis, permets, Jenny, si tu me permets, la grosse différence qui va arriver, c'est que quand tu es dans Team, ton contexte va toujours être, je suis dans un channel, je suis dans un channel particulier avec un groupe de monde. Mais, par exemple, si aujourd'hui je prends Teams, j'essaie, par exemple, de gérer mes to-do, tu sais, mes to-do sont à l'extérieur, mais je suis jamais capable de les ramener comme dans le contexte juste de ce to-do-là, avoir un chat personnalisé au to-do. C'est très difficile à faire dans Teams. Par contre, si j'utilise ACS, là, ça devient facile de dire, mon to-do, c'est ça qui est le centre de mon univers. Et oui, j'ai des chats associés au to-do, mais tandis que Teams, c'est plutôt le centre de l'univers, c'est mon canal, c'est mon channel. Et après ça, on peut dire, tu sais, je suis obligé de dire le contexte, tu sais, je suis obligé de dire que c'est pour tel to-do, pour que le monde comprenne dans la conversation de quoi je parle. Puis là, l'avantage de pouvoir utiliser ACS, c'est que je peux, le contexte, il peut être directement dans l'application. J'ai pas besoin que les gens expliquent qu'est-ce que c'est. Ben, tu vois, c'est excellent, Mario. Tu viens en 2 minutes, là, tu viens de sortir un use case pour ACS versus Teams. C'est que, effectivement, comme tu l'as très bien mentionné, puis tu as mis l'accent là-dessus, c'est dans mon contexte, le to-do est le centre de mon univers. Mm-hmm. Dans Teams, le centre de mon univers, c'est le channel. Donc, si tu utilises Teams dans ton organisation, puis tu es obligé tout le temps de tordre le produit pour essayer de faire en sorte qu'il ait l'orientation que toi tu veux. Puis finalement, c'est à toi, parce que le produit est quand même packagé, donc c'est plus à toi de t'organiser pour t'adapter au produit et non l'inverse. Mais ça vaut peut-être la peine de dire, regarde, j'ai accès aux fonctionnalités de Teams sous forme d'API. Je vais construire mon propre produit, puis le designer comme moi je le veux. Si je veux que mon centre d'intérêt soit mes to-do, mon centre d'intérêt seront mes to-do. Mm-hmm. Et donc là, effectivement, tu peux profiter de ces fonctionnalités-là sans devoir réinventer la roue, puis de dire, OK, comment est-ce que je vais faire? Je vais chercher telle fonctionnalité chez tel fournisseur, telle autre fonctionnalité chez tel autre fournisseur, puis je vais assembler tout ça pour faire un tout cohérent. Ouais, c'est vrai que par exemple, Teams est centré sur l'utilisateur de bureau. Donc ça va, les channels, tout ça, les groupes, tout ça. Mais par exemple, si dans un contexte d'une usine, ou si on est sur le plancher de l'usine, puis on a des postes de travail, puis les ouvriers peuvent démarrer des conversations, soit faire un appel à quelqu'un d'autre. Teams, c'est pas le bon use case. Donc, faire une application qui est centrée sur le use case vraiment de l'usine, et puis ensuite d'y intégrer des fonctionnalités avec ACS, de chat ou de vidéo over IP, ça, c'est un cas d'utilisation qui fait du sens. C'est pour ça que les gens entrevoient que d'ici peut-être, pas 50 ans, là, mais d'ici une dizaine d'années, il va rester toujours un team pour des conversations un peu générales, mais tout ce qui est pointu en fonction avec une tâche à faire dans l'entreprise, ça va être intégré à même l'application. Et puis c'est sûr que là, Microsoft voudrait bien que ton service vidéo que tu utilises pour ça soit leur service à eux autres, parce que tu vas avoir eux autres, ils vont facturer du Azure. Puis Zoom, de l'autre côté, eux autres, ils aimeraient bien que ça soit leur API Zoom. Puis à ce moment-là, faire une brèche et commencer à vendre des services finalement, parce que le futur de leur plateforme, eux, comment ils l'entrevoient, ils savent que d'ici une dizaine d'années, c'est que probablement 90 ou 95% du trafic va venir des applications et juste 5% des applications du général. Tandis qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est 95%, c'est des conversations générales qu'on fait du côté dans les channels, parce qu'on n'a pas mieux. Mais dès qu'on va avoir mieux, on va laisser tomber ça, ou en tout cas, on va continuer à l'utiliser, mais juste pour les conversations ad hoc ou les fameuses conversations de corridor. Tout à fait.
Puis pour compléter en fait, tu mentionnais Guy tantôt, est-ce que j'utilise Teams, est-ce que je consomme ma propre application avec ACS? Ouais. Tu as aussi le facteur licence Office 365. Avec ACS, tu n'as pas besoin d'acquérir des licences Office 365. Ah, effectivement. Tu me diras, la majorité des grosses organisations ont des licences Office 365, mais si toi tu utilises, je sais pas moi, t'es dans le monde open source, tu utilises d'autres outils, tu n'es pas obligé d'acquérir des licences 365 juste pour avoir ces fonctionnalités de collaboration. Puis ton ACS vient avec, tu sais. Non, en fait, ACS ne vient pas avec Office 365. ACS vient avec Azure. Donc c'est un service Azure que tu payes à l'utilisation. Tu n'as pas du tout besoin d'avoir des licences. Ah, mais là je te comprends mal. Ça veut dire que donc, mais pourquoi tu dis que ça vient que le Azure 365 est inclus avec? Je comprends. Non, je me suis peut-être mal exprimé. Excuse-moi. Ce que je voulais dire, c'est que Teams, tu es obligé d'avoir des licences Office 365. Mais si ton but c'est juste d'utiliser les fonctionnalités de collaboration, tu vas pas payer des licences pour ça. Tu peux utiliser ACS puis le plugger dans tes propres applications. Ah, tout à fait. Oui, ok, t'as tout à fait raison. Je m'excuse, je t'ai mal compris. Mais ce que je te dirais, c'est que moi, ce que je comprends du message de Microsoft, puis il va se clarifier dans moins d'un mois là, avec la conférence Build, parce qu'on va savoir plus comment Microsoft veut positionner là, ce service-là. Mais à court terme, comment je le comprends, c'est que Microsoft veut targeter plus sur, tu sais, ils veulent en faire un gros complément au graphe, comme en disant, t'as le graphe et en plus, si tu vas faire de la communication, utilise notre ACS. Puis oui, c'est sûr que je te facture à l'usage, mais ça vient comme bonifier toute la plateforme Office pour en faire vraiment quelque chose qui a rien de comparable dans l'industrie. Puis ils ont raison, Microsoft. Là. Mm-hmm. Leur Office 365, ils sont positionnés pour être là encore dans 50 ans. Mais Mario, t'es pas obligé là de faire cette intégration-là. Là. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais le fait que, de la même façon que tu n'es pas obligé, si tu utilises Office 365, d'utiliser le graphe puis de te faire des applications, mais le fait qu'il t'offre un API comme le graphe, ça vient bonifier encore plus la plateforme et la différencier de ce qui serait comparable dans le marché. Puis ici, là, ça va les différencier. Oui, mais encore. c'est deux morceaux de puzzle qui sont complètement différents, qui peuvent s'imbriquer, mais c'est deux morceaux de puzzle, deux services qui sont différents, là. Puis tu fais bien de le rappeler parce que faut pas, en tout cas, il faudra pas mêler nos auditeurs. Je te dirais, moi, je le vois comme un compétiteur direct de Zoom API. Tel que tu viens de me l'expliquer, là, je vois que ACS est un compétiteur direct de ça. Oui, mais la mise en marché est pas pareille. Oui. Zoom vise vraiment les tiers parties qui font des applications verticales, tandis que Microsoft, eux autres, ils partent. Là, présentement, ils parlent beaucoup à toutes les grosses Fortune 500, des grosses compagnies en disant on va satisfaire bien vos besoins pour que vous soyez capable d'utiliser ACS à l'interne. Parce que, écoute, il y a du volume aussi dans ces grosses organisations-là. Là. Je sais pas si tu vois comment la mise en marché est différente. Oui, mais je te dirais que rien n'empêche ma petite start-up de 2 employés d'utiliser ça. Puis, si jamais on utilise Azure comme notre plateforme de service, ben rien ne m'empêche de consommer ACS pour mes fonctionnalités de communication. Ça fonctionne. Tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'on est en train d'évaluer parce que nous, ACS fait partie d'une option qu'on envisage beaucoup, surtout qu'on utilise beaucoup d'autres services d'Azure pour notre service. Donc ça peut être logique qu'on utilise ACS comme autre service. Donc. Puis tu vois, là tu m'amènes sur un terrain intéressant, puis ça va me permettre de revenir justement à la dernière question que vous aviez posée, puis de rebondir là-dessus. Tu viens de dire, puis c'est ça qui est intéressant, on utilise des services Azure. Mm-hmm. Okay? Donc tout à l'heure on parlait de facturation, de cycle de facturation qui est harmonisé entre tes fonctionnalités de collaboration via ACS et tous tes autres services Azure. Mais ça va même au-delà de ça. Je m'explique. Quand j'utilise ACS, c'est un service Azure. Donc je peux le gérer dans la console Azure. Je peux le sécuriser dans le contexte d'un VNet si je veux, parce que ça reste un service Azure qui a une URL à partir de laquelle je peux accéder. Mais si je veux cacher cette URL-là, puis la rendre accessible uniquement dans un certain réseau, ben je peux le sécuriser dans un VNet. Je peux dire qu'il n'y a que mon application qui a le droit de envoyer des SMS, par exemple, via ACS. Donc, pour faire ça, j'ai 2 options. Soit j'y vais avec
le access key. Donc, nos auditeurs probablement qu'ils ont déjà utilisé un storage account. Vous vous rappelez, quand j'ai un storage account, j'ai une sorte de clé, donc une sorte d'access key qui me permet d'accéder à un élément, donc il me donne les permissions pour pouvoir accéder à un élément. Si vous vous rappelez, le problème avec ce genre de clé, c'est que si elle est divulguée, n'importe qui a cette clé pourrait accéder à mes éléments. Donc là, le nouveau modèle, c'est de plus utiliser des access keys, mais des des Azure AD, des comptes Azure AD. Avec ACS, je peux faire exactement la même chose. Pour consommer du ACS dans ma connection string, j'ai deux options. Soit j'y vais avec le access key, puis dans ce cas-ci, je m'expose dans le sens où n'importe qui a accès à cette clé pourrait utiliser mon service, puis envoyer des spams ou des textos à tout le monde, à n'importe qui, puis déjà, ça coûterait de l'argent à mon entreprise parce que ça va passer par mon compte. Mais au-delà de ça, ça risque de mettre à mal l'image de marque de mon entreprise parce que les gens vont recevoir des textos frauduleux à partir du numéro de mon entreprise. Donc, ça, c'est un autre volet. Mais, pour être plus sécuritaire, je pourrais dire, moi, l'authentification, donc pour utiliser ces fonctionnalités-là, c'est via un service principal, par exemple, ou un managed entity. Puis, je donne des permissions à ce managed entity via ce qu'on appelle des scopes. C'est-à-dire, même si tu as la connection string, mais il n'y a que ce compte de service-là, donc ce managed entity, qui a le droit de l'utiliser. Puis, en plus, tout ce qu'il a le droit de faire avec, par exemple, c'est d'envoyer des textos. Okay, donc, je peux vraiment venir sécuriser encore plus ce que je peux faire avec ça. Puis ce que tu dis, Jenny, c'est hyper important parce que c'est la grosse différence entre l'offre de Microsoft et Zoom. Zoom, ils n'ont pas cette infrastructure-là pour offrir ça. Ils sont vraiment capables d'offrir ça. Tandis que Microsoft peut dire, par exemple, à toutes les grosses entreprises, je pense aux Fortune 500. Pourquoi? Parce que ces grandes entreprises-là, eux sont préoccupés beaucoup. Là, les banques, là, les autres, la sécurité, c'est au cœur de leur processus journalier. Donc, eux, la première question qu'ils m'ont posée, c'est « Attends, mes clés, là, comment je vais les gérer? » Zoom vont dire « Ben là, tu vas faire, tu les gères toi-même. » Tandis que Microsoft dit « Non, j'ai une solution fabuleuse, éprouvée. » Et là, ben c'est sûr qu'à la banque va dire « Ben moi, je prends ACS, je prendrai pas Zoom. » Et c'est pour ça que je vous dis que aujourd'hui, Microsoft, leur mise en marché est ciblée vers ce type de clientèle-là parce qu'ils ont une offre unique et importante. Là, si on a des auditeurs qui sont dans ces scénarios-là, c'est des scénarios que juste Microsoft peuvent offrir. Là. Donc, tu as raison de ramener ça comme point parce que c'est fondamental. Là. C'est même une plus-value non négligeable. Effectivement, puis je te dirais, pour moi, c'est un point central parce que aujourd'hui, quand on va vers le cloud, la première chose qu'on fait, c'est de mettre en place un modèle de sécurité pour s'assurer que notre infrastructure est sécuritaire, qu'on a une bonne et une saine gestion de nos actifs, de notre réseautique, de notre sécurité, etc. Et dans ce cas-ci, ça serait un peu dommage de mettre à mal tout ce beau modèle-là parce que je consomme un service tiers qui, lui, ne me permet pas justement d'avoir une intégration harmonieuse avec tout le beau modèle que je viens de mettre en place. ACS, étant un service Azure, me permet d'avoir une intégration harmonieuse avec tout le reste. Je dis pas qu'avec Zoom API, tu pourrais pas le faire, mais disons que ça te prendrait plus de jus de bras là pour y arriver. Donc, c'est super intéressant, Tijani. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on n'aurait pas couverts? Oui, en fait, j'aurais 2 points pour vous. Le premier, c'est encore une fois, on va dire la beauté qui est amenée par l'intégration dans Azure, parce qu'ACS, encore une fois, est un service Azure. C'est l'intégration que j'ai avec, par exemple, EventGrid. Okay, donc, si vous êtes familier avec EventGrid, qui est un système événementiel. Donc, du coup, je pourrais m'abonner à des événements d'ACS. Comme par exemple, il y a des événements seraient un SMS a été envoyé, un SMS a été reçu. J'ai un nouveau participant dans ma discussion. J'ai un participant qui a quitté la discussion. Donc, je pourrais m'abonner à ce genre d'événements via une intégration avec EventGrid, puis venir réagir à ces événements. Un exemple classique que Microsoft a présenté lorsqu'ils ont introduit le service ACS, c'est que je peux m'intégrer, par exemple, avec EventGrid, puis dire à chaque fois supposons que je communique avec quelqu'un qui est au Japon. Malheureusement pour moi, je ne parle pas japonais. Okay, donc la personne qui est mon client va me texter en japonais ou chatter avec moi en japonais.
moi, je connais pas cette langue-là, dommage. Donc, je pourrais m'abonner à ces événements-là, puis demander à Azure Cognitive Services de traduire pour moi en temps réel. Ok? Donc, je m'abonne à l'événement, le SMS a été reçu, j'envoie ce SMS-là à Azure Cognitive Services, puis je lui dis traduis-moi ça. Donc, moi, je vais le voir en français. Pareil, quand je vais répondre à mon interlocuteur qui est au Japon, l'intégration avec EventGrid va faire en sorte que ça va notifier qu'un SMS ou un message a été envoyé. Ça va passer par la case Azure Cognitive Services pour être traduit en japonais. Puis mon interlocuteur va voir le texte en japonais. C'est un petit peu comme on mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire la richesse puis la variété des services à Azure font en sorte que, vu qu'ACS est un service Azure, tu peux l'intégrer à toutes sortes de services, dont Azure Cognitive Services. Tout à fait, exactement. C'est vraiment là où Microsoft se différencie, c'est qu'ils ont une offre tellement grande que la somme de toutes les parties est beaucoup plus grande que la somme initiale. C'est une stratégie vieille comme le monde, puis que Microsoft a utilisé à bon escient dans les années 90, quand on bonifié, qui ont packagé ensemble Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint pour faire la fameuse suite Office. C'était une stratégie gagnante parce que à ce moment-là, du coup, ce que tu retrouvais, c'était plus de valeur ensemble que les produits séparés. Puis on pu à ce moment-là tasser complètement le marché. Puis au niveau du cloud, c'est ce qu'ils essaient encore de faire, c'est-à-dire on va bonifier tous nos services pour qu'ils travaillent ensemble pour que ce que Azure t'offre, ça se différencie de plus en plus de ce que Amazon peut t'offrir ou de ce que Google peut t'offrir. Tout à fait, exactement. Et les nouveaux entrants, comme Zoom, qui peuvent essayer de rentrer dans un créneau particulier, là, le chemin est très ardu pour eux parce que faire arriver puis avoir quelque chose d'équivalent au niveau de l'offre, c'est des années de travail, là. Mais c'est surtout qu'ils vont arriver avec une fonctionnalité bien ciblée, bien précise, à laquelle les gros joueurs comme Microsoft ou Amazon ou peu importe, via leur plateforme, vont répondre entre guillemets assez facilement en disant « Regarde, d'accord, ce que tu as du côté Zoom par exemple, c'est super, c'est intéressant, mais regarde, moi, j'ai quelque chose d'équivalent qui en plus t'offre l'avantage de s'intégrer avec tout le reste des services que je te propose. » Donc, et là, ça, c'est difficile à battre, effectivement. Puis la seule façon pour Zoom de battre, c'est peut-être sur le prix, en disant, écoute, je vais te l'offrir 10 fois moins cher. Puis là, les gens vont se dire, je peux peut-être accepter, dans mon cas, pour ce scénario-là, d'y aller avec un produit 10 fois moins cher. Mais ils pourront pas demander 10 fois plus cher, parce que c'est sûr que là, tout le monde va choisir le produit d'Azure. Tout à fait. Effectivement. Jenny, oui. J'écoute l'émission, puis j'ai déjà mon compte Azure, puis là, ça m'intéresse. Je débute comment je fais mes premiers pas? Qu'est-ce que tu me suggères? C'est une excellente question, mon cher. En fait, je dirais, le premier pas, ce serait d'aller sur github.com/azure/communication. OK. Donc là, tu vas trouver toute la documentation de ce service-là, puis tu vas aussi trouver des exemples de code déjà prêts à l'emploi, qu'il te suffira juste de compiler puis d'exécuter. Et tu vas avoir des applications qui vont te permettre déjà de faire du chat à plusieurs ou de faire des appels audio-vidéo over IP, partager ton écran, etc. Donc d'avoir une sorte de... On parlait tantôt avec Mario d'avoir un Teams minimal. Il y a déjà des samples, donc des exemples de code qui t'offrent ce Teams minimal. Donc, ça pourrait déjà être un bon point de départ, puis bâtir par-dessus ces exemples-là. Puis je veux juste revenir sur un point que tu as mentionné tout à l'heure au niveau des abonnements. Donc, si j'ai un abonnement MSDN avec mon 150 $ de crédit par mois, est-ce que je peux utiliser ACS ou je dois avoir un deuxième compte Azure qui va être un pay-as-you-go? Non, tu peux utiliser ACS, comme je t'ai dit, la seule limitation avec un compte qui n'est pas un pay-as-you-go, donc un compte sponsorisé entre guillemets, comme un MSDN ou un Azure Sponsorship, c'est les fonctionnalités de téléphonie et de SMS. OK, excellent. Donc, c'est-à-dire la vidéo, voice over IP, vidéo over IP et chat,
je peux l'utiliser avec mon compte MSDN. Tout à fait. Exactement. Excellent. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas encore accès aux fonctionnalités de téléphonie de SMS parce qu'elles sont exclusivement aux États-Unis, mais le jour où elles vont être disponibles, malheureusement, si on a un compte MSDN ou un compte sponsorship, on n'y aura pas plus accès. Pour ces fonctionnalités-là, il faudra utiliser un pay-as-you-go. Parfait. Ben écoute, je pense que ça fait le tour de... En tout cas, ça donne un bon aperçu de qu'est-ce qui est ce service-là. Ouais, disons que moi, je n'y connaissais absolument rien. Je n'avais pas du tout regardé ce service-là et je me sens beaucoup moins niaiseux. Je suis très, très heureux de notre discussion, Tidjani. Le plaisir est partagé, messieurs. Bon, on te remercie. On va espérer que ça va être aussi utile pour nos auditeurs. Puis n'hésitez pas, là, comme Tidjani disait, allez sur GitHub et commencez à expérimenter. C'est ça. Puis si vous avez des questions, vous voulez continuer la discussion, vous pouvez me suivre sur Twitter. Donc mon handle c'est Tidjani_B. Puis n'hésitez pas, on pourra échanger là-dessus, puis apprendre ensemble. C'est bon. Donc nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on les revoit le mois prochain. À la prochaine. Au revoir. Bye bye.